Bon, mais je propose qu'on commence. Alors comme vous l'avez peut-être vu à l'entrée, là, on a mis un petit papier. On avait prévu un débat sur la situation internationale assez général, là, qui démarrait un peu sur la modélisation de la révolte, pour ensuite aborder les questions économiques et puis les questions de perspective révolutionnaire. En fait, on a changé au dernier moment face à la situation, en particulier en Israël, et donc on vous propose notre topo qui sera axé. Alors, l'intitulé, c'est Guerre d'Israël contre les Palestiniens, guerre d'Ukraine, la menace de généralisation de la guerre, avec un point d'interrogation. Donc, ce débat, Claude va l'introduire, et puis ensuite on aura un moment de discussion, et puis voilà, elle terminera, on reprendra quelques petites minutes, peut-être à la fin. Voilà. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bon, évidemment, tout le monde est presque sidéré de la situation qui existe aujourd'hui en Israël. Je parle essentiellement, je reviendrai sur le reste, mais de l'offensive guerrière qui est menée par l'État d'Israël contre les Palestiniens, et en particulier depuis 6 jours maintenant, un bombardement incessant sur la bande de Gaza qui a fait, on doit être à plus aujourd'hui, mais au moins 2200 morts. Il y en avait 1800 comptabilisés hier. Et dans la bande de Gaza, des centaines de milliers de femmes, d'enfants, d'hommes sont menacés, y compris dans leur existence même, parce que la bande de Gaza est soumise à un blocus complet en eau, en électricité, en gaz, en nourriture. Et évidemment, ça s'ajoute au bombardement. Bon, vous avez vu, comme nous tous, les tours d'immeubles à Gaza bombardées. Il y a eu aussi des écoles dans lesquelles s'étaient réfugiés des femmes et des enfants. Le dernier ordre de l'armée israélienne, c'est d'évacuer le nord de Gaza, où il y a à peu près 1 million de personnes qui devraient être évacuées vers le sud, qui devraient accepter de partir vers le sud, parce que l'armée israélienne prépare une intervention terrestre. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a eu le soutien de toutes les puissances occidentales, les USA en tête, et toutes les puissances dont la France, et en France particulièrement la répression de toute expression libre de soutien à la population palestinienne, si en même temps il n'y a pas une condamnation du Hamas. C'est ainsi que LFI a été l'objet d'une plainte, ainsi que Philippe Poutou pour le NPA. Alors, cette offensive de l'armée israélienne, elle se fait en représailles de l'attaque du Hamas de samedi dernier, qui a fait des centaines de victimes, y compris des civils, une violence aveugle. Mais il faut vraiment comprendre que cette attaque, elle vient comme un produit de la violence que subit le peuple palestinien depuis des décennies, et une violence bien pire encore, qui s'exerce quotidiennement et au mépris de toutes les résolutions de l'ONU et du droit international. Et Gaza actuellement, c'est une enclave de 300 km², une fois et demie la superficie de Marseille, où il y a 2 200 000 habitants. 50% de la population est au chômage, en particulier les jeunes, et Israël a accordé 17 000 permis de travail que les Palestiniens utilisent, mais en étant soumis quotidiennement aux vexations et aux humiliations, aux checkpoints pour sortir de Gaza. Pareil, en Cisjordanie, la population palestinienne est victime des violences quotidiennes de l'armée israélienne, et surtout actuellement des colons israéliens soutenus, disons l'armée israélienne regarde sans intervenir, qui veulent récupérer des terres des Palestiniens après avoir exercé contre eux toutes sortes de violences. Alors évidemment, nous rejetons l'obscurantisme
et l'intégrisme religieux du Hamas, les méthodes du terrorisme aveugle qu'il emploie. Mais ceci dit, première chose, ce Hamas est une réplique d'une certaine manière de l'évolution politique en Israël, où l'on voit aujourd'hui un gouvernement d'extrême droite, sioniste, enfin avec la participation de sionistes intégristes. Et pour donner une idée, vous avez sûrement entendu cette phrase-là prononcée par le ministre de la Défense israélien, qui a dit « Nous combattons les Palestiniens comme des animaux et nous agissons en conséquence ». Une phrase qui pourrait être dans la bouche de nazis qui ont combattu les Juifs. Il parlait de Untermenschen, même pas des êtres humains. Eh bien, le ministre de la Défense israélien emploie la même image dégradante. Enfin, bon. Et aujourd'hui, on assiste donc à un soutien inconditionnel de toutes les grandes puissances dites occidentales à l'armée israélienne, dans un soutien vraiment sans condition à l'État d'Israël, qui, depuis des décennies, s'est fait, il faut le dire, le champion des intérêts des vieilles puissances impérialistes, et en premier lieu des États-Unis au Moyen-Orient, contre les populations arabes. Alors, pour faire le lien avec la situation générale, je ne vais pas m'étendre sur la situation en Israël, mais on y reviendra bien évidemment dans le débat. Pour faire le lien avec la situation, disons, de montée guerrière qui existe dans le monde entier, je citerai des propos que Netanyahou a tenus à l'Assemblée générale de l'ONU en présentant une carte montrant le nouveau Moyen-Orient auquel il aspire, qu'il veut obtenir, et qui était une carte dans laquelle les territoires palestiniens étaient complètement rayés, n'existaient plus. C'est-à-dire que Netanyahou poursuit le projet de Grand Israël qu'il avait, et il pense qu'avec... Enfin, c'était un projet aussi qui s'est concrétisé en 2020 par le fait qu'Israël avait obtenu des accords, les accords d'Abraham, avec les Émirats arabes unis, avec Bahreïn, qui sont une première en quelque sorte dans le monde arabe, puisqu'ils reconnaissaient l'existence de l'État d'Israël et donc passaient pour perte et profit le sort du peuple palestinien. L'Égypte aussi est engagée dans cette évolution, et Netanyahou espérait bien que l'Arabie saoudite puisse s'allier avec aussi l'État d'Israël pour éliminer en quelque sorte toute menace venant des Palestiniens. Peut-être que l'offensive du Hamas, l'attaque de samedi dernier du Hamas et les représailles qui s'en sont suivies de la part de l'État d'Israël va un peu bouleverser ses plans. Et on voit déjà dans plusieurs pays du Moyen-Orient ou du Proche-Orient des manifestations de soutien aux Palestiniens, en particulier à Amman en Jordanie, où il y a eu des dizaines de milliers de manifestants. Et on voit bien que la cause des Palestiniens n'est pas abandonnée par leurs frères, si je peux dire, dans d'autres pays arabes. Donc, quand des menaces, en quelque sorte, quand la crainte que des réactions dans les pays arabes se manifestent en soutien aux Palestiniens est apparue comme une menace réelle, Biden a déclaré qu'il prévenait, forcément la citation exacte, mais qu'il prévenait tous ceux qui seraient tentés de le faire, et en disant que la réponse des États-Unis serait inflexible, rapide, décisive et écrasante. Donc il promet d'ores et déjà
l'intervention de l'armée américaine, dont un des porte-avions est stationné au large des côtes israéliennes, et il devrait y en avoir un deuxième dans un temps assez court. Ce discours, petite parenthèse, a suscité l'hostilité de l'Iran, qui est la cible des États-Unis aussi dans la région, et finalement, loin d'amener la paix comme ils en parlent tous, eh bien, toutes ces actions et ces propos sont de nature à, au contraire, augmenter enfin, je ne peux pas dire les menaces de guerre, elles existent déjà, mais l'intensité de la guerre et son extension. Et le discours de Biden, c'est évidemment un avertissement pour le monde entier. Et de ce point de vue-là, et c'est là qu'on peut faire le lien avec la situation qui existe antérieurement à ces événements, eh bien, c'est comment dire, ça fait partie de l'offensive diplomatico-militaire que mènent les États-Unis depuis des années, mais dont la guerre d'Ukraine a été une étape décisive. La guerre d'Ukraine provoquée, nous dit-on et nous racontons, par l'agression de Poutine, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que cette agression était une réponse aussi à une offensive de l'OTAN qui a intégré tous les États de l'ancien glacis soviétique, à part l'Ukraine et la Géorgie dans ses rangs, et que c'est lorsque justement l'OTAN a parlé d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN que Poutine a fait savoir que c'était la ligne rouge à ne pas dépasser. Alors, les puissances du monde occidental aujourd'hui, elles nous abreuvent vraiment de la même propagande mensongère, guerrière, belliciste, à propos de l'offensive menée par Israël, que celle qu'on connaît déjà dans la guerre d'Ukraine. C'est-à-dire que ces puissances occidentales, elles interviendraient dans le cas de la guerre d'Ukraine pour la liberté du peuple ukrainien et dans le cas de la guerre en Israël pour les droits du peuple juif contre l'antisémitisme. Toute condamnation aujourd'hui de la politique belliciste de l'État sioniste, tout antisionisme est qualifié d'antisémitisme. Or, comme on a vu avec l'assassinat du professeur à Arras hier, eh bien, c'est bien cette campagne-là qui peut, au contraire, renforcer, finalement, tout ce qui tient à l'islamisme ou le terrorisme islamiste ou l'antisémitisme. Et loin de régler le problème, évidemment, les grandes puissances et les États-Unis, la France bon, ne font que l'aggraver. C'est évident que ce n'est pas une façon de combattre l'islamisme radical, c'est évident que c'est au contraire une façon d'alimenter les sentiments de haine qui peuvent être dévoyés, faute d'une autre perspective donnée par le mouvement ouvrier à l'échelle du monde, et bien qui peuvent qu'alimenter les réseaux intégristes. Je reviens un petit peu en arrière sur la question du Hamas, parce qu'il a réellement été en plus fabriqué d'une certaine manière par toute l'évolution politique du problème palestinien, dans la mesure où il y avait eu des accords d'Oslo en 92-93 qui promettaient des territoires aux Palestiniens gérés par l'autorité palestinienne, en grande partie composée de l'ancienne OLP de Yasser Arafat, et qui promettait une espèce de statu quo plus ou moins pacifique. Or, depuis cette époque-là, c'était le cas depuis bien avant, mais depuis cette époque-là, tous les territoires palestiniens ont été empiétés sans arrêt, morcelés, n'ont plus de continuité territoriale en Cisjordanie par les incursions des colons et de l'armée israélienne. Je reviens sur la guerre d'Ukraine parce que,
Bien évidemment, aujourd'hui, c'est 3600 morts par jour, dit un général de l'armée américaine. Bon, et un général français dit, eh bien, il faut se préparer à des guerres de cette intensité. 3600 morts par jour, et en disant que la population française n'y est pas prête, pour souligner à quel point pour les grandes puissances et les dirigeants des bourgeoisies occidentales, cette guerre n'est pas un avenir très lointain, enfin, c'est une perspective. Évidemment, tout projet qu'ils peuvent concevoir, il leur faut du temps pour le mettre en route. On a bien vu ça avec les retraites. On en parle depuis 90, 92, et Rocard, il a fallu 30 ans pour qu'ils arrivent à la situation d'aujourd'hui. Eh bien, pour les États-Unis, qui est confronté à la contestation de puissances émergentes qu'ils ont eux-mêmes contribué à faire naître, en quelque sorte, la Chine, qui était l'atelier du monde des multinationales pour produire moins cher et qui devient maintenant la deuxième puissance économique mondiale, confrontée aussi à la révolte des peuples, eh bien, les puissances occidentales, s'engagent de manière de plus en plus déterminée dans une guerre dont rien ne peut exclure qu'elle peut se généraliser. On a vu ces derniers temps ressurgir des vieux conflits qui étaient plus ou moins gelés, comme au Haut-Karabakh, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais où sont impliqués à la fois la Russie, à la fois la Turquie, les États-Unis. On a vu ressurgir dans l'ex-Yougoslavie, à propos du Kosovo, là aussi des tensions militaires entre la Serbie et les puissances européennes qui interviennent déjà dans le pays après les bombardements qu'il y a eu de l'OTAN en 99. Et il y a bien des conflits gelés aussi qui pourraient se ranimer, comme entre le Cachemire à propos du Cachemire, entre la Chine et l'Inde, entre l'Inde et le Pakistan, et entre la Chine et l'Inde. Pourquoi tous ces conflits? Et c'est là qu'on en arrive au cœur du problème, c'est que l'évolution du capitalisme, aujourd'hui, cette troisième phase qu'on connaît du développement capitaliste qui s'est étendu sur toute la planète depuis l'effondrement de l'URSS en 90, eh bien, connaît une crise, certains disent de sénilité, une crise, une faillite, qui tient au fait qu'ils ne peuvent plus faire leur profit que sans générer toujours plus de régression sociale et toujours plus de concurrence, de destruction finalement de la nature, de pillage du travail humain. Et cette concurrence économique exacerbée, eh bien, elle trouve son prolongement sur le terrain militaire. Bon, on le voit très bien, par exemple, en Afrique. On parle beaucoup de l'Afrique du Sahel, où effectivement la France est un peu rejetée de son précaré, et c'est pas nous qui allons le pleurer. Mais bon, évidemment, c'est au profit de concurrents comme les États-Unis, la Russie. Mais il y a un pays où c'est encore plus dramatique et catastrophique, c'est la République démocratique du Congo, où il y a eu des millions de morts. Il y avait eu le génocide du Rwanda en 1994, mais dans la suite, il y a eu des affrontements entre Tutsi et Rwanda, Tutsi et Hutu, pour s'approprier finalement, des territoires sur lesquels des bandes armées règnent sans partage, avec des violences infinies contre la population, et tout ça dans un pays dont les richesses minières sont extraordinairement importantes, Donc, et qui sert aux multinationales et à des grandes puissances derrière. Donc voilà, il y a un problème auquel on est confronté,
c'est l'aggravation inexorable de ces conflits, et d'une certaine manière, le conflit israélo-palestinien, la lutte des Palestiniens, nous donne quelques enseignements précieux sur des solutions. Tout ce qu'on voit en Israël et Palestine aujourd'hui, c'est que le nationalisme, il est de chaque côté, il est aujourd'hui porté par les forces les plus réactionnaires. Eh bien, ce nationalisme, il enferme les peuples dans un piège sanglant. Il n'y a pas d'issue à la situation, aussi bien en Israël et Palestine qu'en Ukraine, sans un soulèvement des peuples, une fraternisation entre les peuples contre les classes dirigeantes qui les transforment en chair à canon des deux côtés. Je veux parler de Poutine et des oligarques russes, des capitalistes russes en Ukraine. Je parle de Zelensky, soutenu par toutes les puissances occidentales, et des oligarques ukrainiens, des capitalistes ukrainiens, et surtout des multinationales européennes et américaines. Et donc, la seule solution dans l'avenir, par exemple en Israël et Palestine, c'est une fraternisation entre les Palestiniens, la classe ouvrière israélienne, qui a manifesté contre Netanyahou, contre une réforme judiciaire qui instaurait une espèce de dictature sur la justice, mais qui n'ont pas beaucoup exprimé de soutien à la résistance palestinienne. Oui. Tu me dis quand même. D'accord. Et donc, il y a, il y a des possibilités, parce que la population israélienne aussi, elle a à souffrir de la situation qui est créée par sa bourgeoisie. Elle est transformée en armée permanente. Je ne sais pas si tous les réservistes israéliens, sortiront indemnes, je veux dire mentalement, d'une offensive terrestre à Gaza. On a vu dans le passé des soldats israéliens se révolter contre la répression contre les Palestiniens. Bon, c'était au moment de l'intifada, mais demain, c'est ça qui peut se passer, parce que de toute façon, la population palestinienne, elle n'abdiquera pas de son droit à l'existence, à sa vie d'être humain. Elle ne consentira jamais à subir sans résistance la pression et la dictature de l'État israélien. Alors, vous allez me dire, oui, une fraternisation entre les peuples, une fédération d'États unis socialistes au Moyen-Orient, une Palestine qui pourrait être un État unique, mais binational, respectant les droits démocratiques de tous les peuples qui y vivent, des Palestiniens, des Israéliens. Bon, tout ça, c'est un petit peu à très long terme, c'est utopique. Voire, peut-être pas tant que ça, mais en tous les cas, et malheureusement, c'est pas tellement en notre pouvoir ici, tellement sont ténus les liens que nous pouvons avoir avec les uns ou les autres, d'y contribuer réellement. Par contre, là où on peut y contribuer, c'est en étant absolument indépendant de la propagande mensongère. On le voit bien aujourd'hui, quand il essaie de nous empêcher de manifester notre soutien à la population palestinienne, être indépendant de cette propagande mensongère et se donner comme objectif, justement, le fait de s'organiser pour renverser la domination capitaliste, pour renverser le pouvoir des classes dirigeantes. D'abord considérer que nous n'avons pas d'ennemis à l'extérieur des frontières et que notre ennemi, c'est notre bourgeoisie, les classes dominantes d'ici, et puis d'autre part, œuvrer, y compris
avec des formes organisationnelles, à ce que puissent se regrouper toutes celles et ceux qui sont conscients du danger, qui sont conscients que sans une action indépendante de classe, des travailleurs ici, de la population, eh bien, on n'arrêtera rien de la catastrophe en cours, mais c'est tout à fait possible. Je veux dire, des révoltes, il y en a dans le monde entier. Certes, l'offensive actuelle, comment dire, est difficile pour tous les peuples, mais on a vu croître le nombre de révoltes dans le monde. Et aujourd'hui, même notre action, aussi limitée qu'elle ait été, par exemple, pendant le mouvement contre la réforme des retraites, eh bien, s'inscrit dans cette perspective, à condition, évidemment, que nous soyons capables de former ce que j'appellerais un front internationaliste de classe qui regroupe tous ceux qui luttent dans cet objectif, qui soit un front démocratique, qui respecte les divergences, mais qui s'emploie à définir ce qui nous rassemble, ce qui fait que nous avons des objectifs communs. Et ça, c'est une tâche que, pour notre part, on commence dès aujourd'hui.